Bonjour à tous, donc je suis Marie Zorbit. Je suis en charge du marketing pour le secteur télécom, technologie et médias au sein d'Atos et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde autour de l'enjeu technologique que représente la féminisation de l'intelligence artificielle. Alors pour débattre de ce sujet complexe et passionnant, j'ai le grand plaisir d'accueillir Kautar Zgiwer, qui, comme l'a rappelé Sophie, est membre de notre communauté scientifique, mais également Chief Data Scientist chez Atos. Bonjour Kautar. Bonjour Marie. Et également Céline Hudelot, enseignante-chercheur à Centrale Supélec. Bonjour Bonjour Céline. Marie. Bonjour. Alors, l'intelligence artificielle a souvent été prise en flagrant délit de discrimination ces dernières années, que ce soit des discriminations sexistes ou des discriminations ethniques et raciales, ce qui est souvent assez étonnant parce qu'on imagine que les technologies sont neutres, sont rigoureuses, sont scientifiquement éprouvées. Mais on a forcé de constater de nombreux exemples dans la presse ces dernières années. On prend par exemple Amazon qui a sorti un outil très performant basé sur une intelligence artificielle pour recruter les meilleurs talents et qui a dû au bout malheureusement de quelques mois retirer cet outil du marché parce que les CV des femmes étaient systématiquement disqualifiés. Alors, la direction s'en est excusée, hein, mais la réponse qui a été faite, c'était de dire que cette intelligence artificielle avait été nourrie par un jeu de données des meilleurs CV, des meilleurs performeurs chez Amazon sur les 10 dernières années, et les meilleurs performeurs étaient pour la majorité des hommes. Alors, j'ai quelques chiffres qui sont assez flagrants hein, parmi les GAFAM. 75% d'hommes chez Microsoft, 70% chez Google et chez Apple, 65 chez Amazon, 65% chez Facebook, et on descend encore en pourcentage quand on atteint vraiment les métiers des ingénieurs. Un autre biais qui a été révélé ces dernières années, ce sont les logiciels en fait de reconnaissance faciale qui ont du mal, qui reconnaissent moins bien les peaux foncées ou les femmes et qui sont utilisés notamment pour des fins de sécurité dans les espaces publics. Là également, on voit que les bases de données qui nourrissent les algorithmes de ces intelligences artificielles sont principalement des images faites aux États-Unis. Les États-Unis ne représentent que 4% de la population. Là où l'Inde et la Chine représentent que 3% de ces bases de données, de ces photos, alors que c'est quasiment 40% de la population. Donc là, il y a bien un souci qui aussi est dû aux bases de données amplifiées par les algorithmes. Alors ma première question, elle va à Céline et elle est un petit peu provocatrice. L'intelligence artificielle est-elle vraiment intelligente? C'est une question difficile, hein et en fait, pour répondre à cette question, il faudrait finalement d'abord définir la notion d'intelligence. Et d'ailleurs, il faut savoir différents courants de l'IA qui a été donné à l'intelligence. Alors, typiquement, savoir faire comme un humain, savoir penser comme un humain, penser rationnellement ou faire rationnellement. Qu'est-ce que je peux dire de l'IA? L'IA, si je dois simplifier, qu'il y a deux grandes approches différentes liées à comment on considère le raisonnement et la connaissance humaine. Il y a une première approche qui va considérer qu'on va pouvoir le raisonnement et la connaissance humaine, même si c'est complexe. Et donc, on va pouvoir le faire, même si c'est incomplet, le biais humain, etc. L'autre grande approche, et c'est l'IA dont on parle énormément aujourd'hui, hein, c'est l'IA orientée données. Et là, qui repose sur l'hypothèse que le raisonnement humain et la connaissance sont trop complexes et qu'on va pas pouvoir les capturer. Par contre, que les connaissances vont être implicitement dans les données. Et donc, on va essayer d'exploiter l'expérience passée, hein, qui est représentée par des données souvent annotées, en construisant des modèles prédictifs qui vont être calibrés à partir de celles-ci. Et donc, dès lors que les données sont biaisées, et c'est le cas, les données sont biaisées, hein, on peut prendre par exemple l'exemple des CV hein, pour le recrutement, où on va trouver plus de CV hommes et de femmes pour une certaine catégorie professionnelle. Hein, et on peut prendre l'exemple de data scientist qui va être plus fortement représenté dans les écoles d'ingénieurs, mais dans les écoles d'ingénieurs, il y a plus d'hommes que de femmes. Donc, au travers de ces approches-là, complexes, on va transférer le biais dans les données. Donc, l'IA, elle a l'intelligence qu'on lui donne. Très bien, merci beaucoup Céline. Alors effectivement, on rêve d'une intelligence artificielle de confiance, d'une intelligence artificielle responsable.
est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on pourrait définir des principes éthiques et est-ce que des réflexions ont déjà été menées sur ce sujet? Donc, peut-être Kautar, si tu veux nous en dire un peu plus. Alors oui, de plus en plus, en fait, on parle de l'IA responsable. Et donc, l'IA responsable, elle comprend l'aspect sur les données, d'un point de vue représentatif, finalement, dont a parlé Céline, c'est ce qui est biais. L'IA responsable aussi, c'est lié aussi à la robustesse de l'algorithme lui-même, parce qu'il a tendance aussi à évoluer suite aux changements qui peuvent être dus au fait que les données ils changent, vu qu'une architecture elle peut changer, etc. Mais aussi dû à une histoire d'éthique et oui, donc dans une IA responsable, il y a la notion de l'éthique, il y a une notion aussi de sécurité, et puis après il y a une autre dimension qu'au sein d'Atos on défend fortement, c'est une IA éco-responsable. Et donc, une IA durable. Et donc, en fait, ça veut dire que derrière, il y a l'éthique, il est central, mais une IA responsable, il y a ces 4 éléments dont j'ai parlé. Donc, il y a la robustesse, il y a tout ce qui est éthique, il y a l'éco finalement, tout ce qui est dû à l'environnement, et puis bien sûr à une data qui est représentative et à la sécurité. Et donc d'un point de vue éthique, on rêve plus finalement, parce que ça se concrétise. Donc on a les États, et notamment en Europe et particulièrement en France, où il y a des lois qui maintenant ils contrôlent finalement l'histoire de l'éthique et qu'ils vérifient, et ils ont mis des règles qui sont définies. Mais aussi, donc, en plus de ces lois-là, aujourd'hui, les entreprises de plus en plus, donc chaque entreprise, elle définit en plus des lois qui la gouvernent dans le pays où finalement elle fait son service. Ben, elle rajoute de plus de l'éthique d'entreprise. D'ailleurs, au sein d'Atos, on a bien le module data protection et puis qui est lié aussi à l'éthique que tout salarié doit suivre. Donc c'est un exemple aussi que des entreprises telles que Atos et d'autres, donc ils intègrent l'esprit éthique. Et puis après il y a un esprit au niveau éthique de la personne. C'est si on revient à ce que disait Céline dans la conception de l'algorithmie, donc comment on l'alimente finalement. Donc parce que l'IA sans alimentation, il y a rien. C'est cette manière en fait d'alimenter le modèle algorithmique mathématique qui est construit par l'humain, par le data scientist, qui fait que on lui intègre des règles éthiques qui viennent des gouvernements, qui viennent de l'entreprise, qui viennent du projet, qui viennent du produit lui-même. Après, il y a une nuance que je souhaite aussi mettre ici en lumière, c'est que on peut construire une IA responsable qui intègre l'éthique, mais on va pas être garant de l'utilisation. Et c'est là où il faut faire la différence entre la conception et l'usage. Et donc, finalement, j'aime bien à chaque fois prendre des exemples. Si je reprends l'exemple du couteau, vous savez, le couteau, on peut faire de belles cuisines, de beaux finalement repas. On sait bien la gastronomie française, elle est réputée par ça, donc on les utilise dans ce sens-là. Mais vous voyez bien que le couteau, il peut être utilisé pour des choses pas terribles, et donc pour des meurtres, etc. Donc c'est pareil, l'IA par conception, donc il y a des règles qu'il faut respecter. Dans sa conception, on peut construire une IA responsable. L'usage, ça va pas être un contrôle du concepteur finalement ou de la société qui a produit l'IA éthique. C'est ça. Donc effectivement, en fait, on pourrait définir, est-ce qu'on peut vraiment définir une IA équitable, éthique dans une société qui est elle-même biaisée? Alors on en parlait lors de nos entretiens de préparation. Il faut former effectivement les développeurs, il faut former les data scientists, mais il faut encore aller au-delà parce que Kautar, tu me disais toi-même, l'IA n'est pas qu'une question de data science, elle convoque de nombreuses disciplines et elle va bien au-delà. Oui, c'est très juste. C'est que souvent, quand on parle d'intelligence artificielle, systématiquement, on pense algorithmie, on pense mathématiques et on pense aux data scientists.
Bon, j'aimerais bien qu'on pense ça. Moi, je suis data scientist, mais en fait, c'est pas l'intelligence artificielle, un projet industrialisé qui intègre cette IA responsable. C'est pas que de la data science, c'est pas que des mathématiques. Donc, il y a toute une notion finalement pluridisciplinaire. On implique des gens du légal, donc des profils juristes. On implique des gens du métier selon le use case qu'on traite. Typiquement, si on est dans un monde de santé, ben, il faut bien impliquer les spécialistes de la santé dans la conception de cet algorithme. Et puis, il y a toute une notion de développement qui est autour de l'IA, donc tout ce qui est ingénierie finalement, pour développer le produit, pour qu'il puisse donner une réponse temps réel à la milliseconde, pour pouvoir ingérer ces données qui sont à la fois structurées mais aussi non structurées, pour pouvoir finalement mettre en musique toute la connaissance métier, la connaissance des juristes, la connaissance éthique, la connaissance finalement du développement de modèles et puis la mise en place de ces modèles-là et leur développement d'un point de vue algorithmique, c'est-à-dire mathématique, mais aussi un autre profil que j'appelle l'artiste de la data, c'est celui finalement qui va restituer l'information qui proviennent de ces modèles. La restitution, en fait, elle est dédiée à des gens qui ne sont pas des matheux à la base, qui ne sont pas des développeurs informatiques et puis qui n'ont pas ces compétences-là. Et eux, ils ont un métier. Si je reprends encore une fois l'exemple de la santé, si je m'intéresse à comment se propage le Covid-19, comment je peux l'appréhender, et puis quelles sont les prédictions qui font que le R du Covid-19, il est de 1,7 ou il va être de plus ou moins. Donc il y a des algorithmes aujourd'hui qui sont mis en place pour les prédire, mais la restitution des gens qui sont des professionnels de la santé, il leur faut plutôt des graphiques qui sont représentatifs de cette information-là. Il leur faut l'information pour voir quelle est la précision de cet algorithme-là qui sort ces résultats-là. Donc je reviens à mon terme, l'artiste de la donnée. Donc il faut la représenter d'une manière compréhensible pour que le métier derrière, il puisse prendre ses décisions. Et donc là, on voit que dans le bout en bout d'un projet IA, il y a une pluridisciplinaire, enfin il y a des profils pluridisciplinaires, donc qui sont à la fois des matheux, qui sont des matheux, des spécialistes de leur domaine de métier, des juristes, des gens qui vont assurer la sécurité de la donnée, parce que là encore, si on revient à l'exemple de la sécurité de la RGPD et puis de sécuriser cette information, de l'anonymiser, typiquement, si on reprend l'exemple qui parle maintenant à tout le monde, l'application de anti-Covid aujourd'hui, en fait, on va anonymiser la data. Et donc là, il y a une sécurité qui est associée à la donnée qu'on rentre et qui est pré-processée, qui est analysée et qui est restituée. Donc, c'est un champ pluridisciplinaire où finalement, chacun a sa place. Et donc, les étudiants qui nous écoutent aujourd'hui, selon leur profil, en fait, tous, ils se retrouvent, que ça soit d'un profil digital, d'un profil informatique, d'un profil commercial, d'un profil de juriste finalement, ou tout simplement d'un choix d'un métier, plutôt métier quelconque, en fait, dans un projet IA, tout le monde trouvera sa place. Oui, tout à fait. D'ailleurs, justement, cet aspect multidisciplinaire, finalement, peut aussi aller jusqu'aux sciences sociales. Céline, tu nous disais lors de nos préparations, c'était passionnant, qu'il y avait chez toi une approche adversariale qui était mise en place, voire du representation learning. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ce sont des méthodologies, des technologies pour lutter contre les biais de genre, justement. Oui, donc je peux évoquer par exemple nous comment on traite le sujet. Alors il y a plein de façons de traiter ce sujet-là. Donc nous les travaux qu'on fait donc dans le laboratoire auquel j'appartiens, qui s'appelle le laboratoire Mix. On attaque le problème sous l'angle de l'apprentissage de représentation juste, le fair representation learning, on appellerait ça comme ça, ou de représentation invariante. L'idée, c'est quand même difficile d'expliquer ça rapidement. L'idée, c'est on va chercher à apprendre à partir de données, bien sûr, une représentation qui va être invariante à un facteur de nuisance. Donc prenons par exemple le genre. Donc ce qu'on va à partir de CV par exemple vouloir apprendre une représentation du candidat qui ne va pas porter le genre en elle, mais qui par contre va porter suffisamment d'informations pour par exemple pouvoir faire de la recommandation de CV pour une offre d'emploi. Donc voilà, donc ça c'est des technologies qu'on développe et qui dont
dont une approche pour faire ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage adversarial. C'est très connu parce que c'est des techniques qui sont utilisées, par exemple, pour générer des images de personnes que vous avez déjà vues, donc ce qu'on appelle les fakes, où on va apprendre à générer des données qu'on va pas pouvoir distinguer de données réelles. C'est exactement ce principe-là. Alors ça repose sur le minimax, qui est très connu aussi en économie, etc. Donc voilà, c'est là que le multidisciplinaire intervient. Plus globalement, en fait, tout ça, ça appartient à un champ beaucoup plus large de l'IA qu'on appelle l'IA explicable et qui ne peut se faire qu'avec de la multidisciplinarité. D'accord. Alors effectivement, c'est passionnant de vous entendre parler de ça toutes les deux. Et on sent bien à travers vos discours que le champ de l'intelligence artificielle, du machine learning est plein d'opportunités. Mais maintenant, peut-être concrètement, comment on peut en faire bénéficier les femmes? Comment on peut faire que plus de femmes s'intéressent à ces métiers? Est-ce que c'est au niveau de l'éducation? Est-ce que c'est au niveau de la formation? Kautar, tu me disais que ça pouvait aussi démarrer dès la maternelle, selon toi? Oui, en effet. Donc, je pense que le fait d'arriver à... En fait, il y a deux volets. C'est vrai que si on s'y intéresse à partir de l'université, le choix est déjà fait. Et donc, on peut accompagner par du mentoring, peut-être que d'ailleurs le fait très bien Social Builder, mais aussi ce que disait tout à l'heure Sophie au sein d'Atos. Donc, il y a du mentorat aussi pour accompagner le changement de choix de carrière, donc y compris pour l'IA. Donc pour l'IA, ce que je veux dire, c'est que c'est faisable aussi via le mentoring, parce qu'on a eu l'expérience avec Social Builder où personnellement, donc j'ai mentoré une personne qui avait plutôt fait un parcours littéraire et qui voulait aller vers de l'IA. Elle a pu le faire et aujourd'hui, elle travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc via le mentoring, oui. Après, sur l'histoire de l'école maternelle, comme je disais, en fait, si on le prend à l'université, pour moi, le choix est déjà fait. Donc il faut sensibiliser dès vraiment la maternelle. Elle en a parlé tout à l'heure, Madame Pécresse, qu'au niveau des lycées, il y a des choses qui se font et pour accompagner aussi et pour inciter les femmes. Mais là encore, pour moi, ma vision, c'est que le lycée, on a déjà fait des choix d'aller vers des lettres, vers la science, etc. Or, le fait de le faire dès la maternelle, en fait, on accompagne finalement ces petites jeunes filles de se dire, la science, elle est intéressante, que je peux y aller, que je peux le faire. Et surtout, elle l'a dit à un moment aussi, Sophie, c'est un élément très important, c'est que quand on voit la personne qui présente, en fait, c'est une femme qui est passionnée par la technique et qui le fait, et elle le fait bien, et elle est épanouie. Donc finalement, ça donne exemple à ces filles dès la maternelle, dès le primaire, de se dire, oui, pourquoi pas moi. Et aussi, il y a un autre point, c'est que, et pas juste de se dire, ok, on le fait bien, et voilà les exemples. C'est aussi de pouvoir vulgariser d'une manière un peu plus didactique. À un moment, en fait, il y en a qui font des maths, si on prend les exemples de primaire ou de collège, en fait, mais ils savent pas à quoi ça sert concrètement. Ils font de l'informatique, mais ce qu'ils voient, c'est un développement d'applications. Or, en fait, si on leur explique que quand on fait des mathématiques et des calculs, et tu prends l'exemple des équations différentielles, et qu'on voit que c'est fait pour pouvoir finalement anticiper des pannes, pour pouvoir comprendre que l'avion, il va pas s'écrouler, mais il va continuer à voler, etc. C'est des exemples concrets. On leur explique les maths qu'ils sont en train d'apprendre aujourd'hui, les langages informatiques qu'ils sont en train d'utiliser aujourd'hui, en fait, ça leur sert dans la vie de tous les jours d'aujourd'hui. Je reprends l'exemple de la cuisine, on voit aujourd'hui des robots en fait intelligents, mais aussi ça peut être dans les applications qu'ils utilisent. Aujourd'hui, les enfants, tous ils utilisent des iPads, des téléphones un peu smartphones. Donc en fait, faire ce lien entre ce qu'ils apprennent à l'école, dès le primaire, dès la maternelle, et l'application qu'ils en font tous les jours, en fait, tout de suite, ils font le lien, et tout de suite, en fait, ça donne envie d'y aller, s'ils ont cette envie. Après, s'ils l'ont pas, on n'oblige pas les gens à y aller, mais ça ouvre finalement cet appétit de se dire, c'est intéressant d'aller dans ces domaines-là, et je le vois concrètement. Je vois concrètement ce que j'apprends aujourd'hui, mon 1+1 que je suis en train d'apprendre au 2, en fait, je sais à quoi ça va me servir plus tard. Pour illustrer aussi ton propos, Céline, tu nous parlais de travaux qui avaient été réalisés en sciences cognitives autour d'exercices de géométrie. C'est aussi assez révélateur et peut-être tu peux nous l'expliquer? Oui, pour répondre
à cette question de la place de la femme, typiquement dans les métiers de l'informatique, dans l'IT, et je pense qu'il y a, pour moi, j'ai deux messages à donner. Déjà, c'est un problème qu'il faut prendre très très tôt. C'est un vrai enjeu collectif, un enjeu de société. Donc, typiquement, sur le test de la géométrie, je vous invite à regarder, c'est les travaux de Pascal Huguet, et notamment, il a une conférence qui est accessible sur le site du Collège de France qui parle justement des stéréotypes de genre, qui est très très illustrative des problèmes, du problème. Donc typiquement, on prend un ensemble de garçons qui sont garçons-filles qui sont au collège, on leur fait faire un test de reproduction de mémoire d'une figure en fait, et cet exercice, soit on l'appelle un exercice de géométrie, soit on l'appelle un exercice de dessin. Et selon comment on nomme l'exercice, les résultats ne vont pas être les mêmes entre les garçons et les filles. Ils sont égaux sur l'exercice, ils ont le même taux de succès quand l'exercice s'intitule dessin, pas du tout quand il s'intitule géométrie. Donc l'explication, je résume, et il faut vraiment aller voir sur ce site-là les explications, c'est que en fait la moitié du temps, quand on appelle ça géométrie, en fait les filles vont lutter contre le stéréotype qu'elles sont nulles en géométrie. Donc voilà, ça montre tout le travail qu'il y a à faire et qu'il y a à faire par la société. Je pense qu'on peut agir individuellement, mais voilà, il faut que ça soit un élan collectif pour ça. Et j'ai un autre message à donner qui est, mesdemoiselles, venez dans ces sciences-là, parce que c'est aussi des domaines avec lesquels on va pouvoir changer le monde et on va pouvoir faire changer le monde. Donc, comme vous savez, il y a beaucoup de promesses qui sont faites par l'IA aujourd'hui, et la chance qu'on a avec ces domaines-là, c'est qu'on peut en faire partie. Voilà, pour ça, je vais reprendre quelque chose qui ne vient pas de moi, qui vient d'une de mes connaissances, et qui dit, qui a fait des études d'ingénieur, et qui dit que voilà, pendant toutes ses études, lui, il a en physique, on lui a parlé de Schrödinger, on lui a parlé d'un certain nombre de Pascal, etc., d'un certain nombre de scientifiques, mais qui ont vécu il y a très très longtemps. Donc la réalité, notre réalité, elle est très éloignée de cette réalité-là. Pour autant, c'est des fondements qu'on a quand même besoin aujourd'hui. L'IA, c'est beaucoup plus proche. Vous pouvez participer à la construction du monde qu'on peut construire avec l'IA. Donc vraiment, venez construire avec nous. Merci beaucoup, Céline. Le message du monde académique, finalement, n'est pas très loin de celui du monde de l'entreprise. Kautar, est-ce que tu as un petit message à faire passer aux jeunes femmes, aux femmes qui nous regardent aujourd'hui? Alors moi je dirais, je rejoins un peu ce que dit Céline, et le message est à peu près le même, c'est que venez, parce qu'en effet, il va y avoir des applications, on voit l'explosion des données d'ici 2030, donc de plus en plus d'applications qui embarquent l'IA. Si le genre féminin n'y contribue pas, en fait on va avoir le biais dans les données, le biais dans les applications qui sont construites et qu'on serait amené finalement à utiliser. Donc oui, il faut y aller maintenant, aucune hésitation. Un projet IA, on l'a déjà dit, pluridisciplinaire, donc chacun va s'y retrouver. Donc sans vous, en fait, on ne pourra pas construire une IA équitable et une IA non biaisée. Merci. Mais voilà, on arrive au terme de cette table ronde. Merci beaucoup à toutes les deux. Je pense que les étudiants, les jeunes femmes autour de cette conférence ont senti la passion qui vous anime et ont sans doute, j'en suis certaine, envie de rejoindre vos métiers. Je laisse à présent la main à Laurence pour la prochaine intervention. On va là encore parler d'une belle initiative IT for Girls pour accélérer la présence des femmes dans les milieux technologiques et scientifiques.